Quand j'ai su que mon père avait le Parkinson, j'ai plongé dans un monde inconnu. Puis j'ai posé 1000 questions pour mieux comprendre et briser les tabous. Je suis allée à la rencontre de gens atteints de la maladie et j'ai rencontré également des spécialistes. Peut-être que si vous écoutez ceci, c'est que vous aussi, vous avez des questions. Comme personne atteinte, comme proche, ami, membre de la famille, ou peut-être que vous avez juste envie de vous renseigner et d'en connaître plus sur la maladie. Je m'appelle Eugénie Lépine-Blondeau et peu importe la raison pour laquelle vous tendez l'oreille, je vous souhaite la bienvenue dans le balado Parkinson, au-delà des tremblements. On l'a constaté dans les épisodes précédents, les gens atteints du Parkinson, sans doute comme bien des patients atteints de maladies incurables, font vraiment preuve de courage, de résilience et surtout, ils veulent pas qu'on les prenne en pitié. Ce qui est sûr, c'est qu'on est loin de l'idée préconçue que les personnes diagnostiquées sont amorphes, inactives et tremblent dans leur coin sans rien faire. Non, elles apprivoisent leur nouvelle vie et apprennent à vivre avec la maladie. Mon but, c'est en fait qu'ils deviennent moins la maladie puis qu'ils continuent à pouvoir vivre leur vie, en fait. Pascal Girard est travailleur social à la clinique des troubles du mouvement du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, depuis une dizaine d'années. Comme vous allez le constater, c'est un travailleur social qui connaît vraiment bien sa patientèle. S'il y a un besoin quelconque, en fait, on va me consulter. Donc, si quelqu'un, que ce soit un proche aidant qui a de la difficulté à comprendre les symptômes, par exemple, on peut me demander d'y aller pour fournir un peu de l'éducation, de l'accompagnement, soutien. Mais aussi, si c'est quelqu'un qui dit « Ah, je commence à avoir des problèmes à mon travail, on me met de la pression », donc, ça peut être là-dessus. Beaucoup avec le Parkinson, c'est de l'incompréhension par rapport aux symptômes, que ce soit pour la personne, la famille ou la communauté. Donc, mon travail souvent commence à ce niveau-là. Des fois, c'est du soutien pour la personne. Quand je les rencontre la première fois, je suis pas seule. Je suis souvent avec l'infirmière de la clinique. Donc, on écoute puis on répond aux questions. On a un peu un lien d'attache, le pont entre la clinique et la personne. Donc, le premier mois, en général, c'est un premier contact un peu pour dire, les rassurer, dire on est là, ça c'est la maladie, c'est une maladie chronique, vous allez apprendre à vivre avec. Les gens peuvent avoir une qualité de vie, être heureux. C'est un peu rassuré au départ. Il y en a beaucoup qui vont demander, est-ce que je peux continuer à, je sais pas, travailler, courir, voyager. Ça, c'est des questions qu'on entend tout le temps. La réponse, souvent, c'est oui. La réponse, c'est oui, parce que quand on dit maladie chronique, c'est aussi une maladie avec laquelle on peut peut-être pas la guérir en ce moment, mais on peut quand même, il y a une adaptation, mais on peut continuer à vivre. Donc, moi, je vois des gens qui continuent à voyager, travailler, jouer au hockey, faire les activités qu'ils font. Une réalité souvent que les gens qui ont le Parkinson vont me dire, c'est que c'est une maladie qui est difficile à oublier parce que la prise de médicaments souvent l'effet du médicament est plus ou moins 4 heures, là, le médicament de base que les gens prennent. Donc, ils ont souvent une montre où on entend « ça va toujours sonner ». Puis il faut être timé parce que c'est une maladie où il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur dans certains cas. Donc, quand le médicament fait plus effet, on a besoin de prendre son autre dose, sinon la personne va être ce qu'on dit off. Oui, donc on voit les patients et patientes adapter leur style de vie par rapport à à l'efficacité, en fait, ou au pic d'efficacité de la médication, que ce soit faire leur sport, une activité sociale ou quoi que ce soit. Oui, exactement, c'est ça. Je pense que c'est pour les gens il y a des gens qui sont très organisés, qui avaient déjà un agenda, puis pour eux, ça semble plus simple, mais quelqu'un qui est, par exemple, un peu plus impulsif ou une vie un peu moins routinière. Des fois, c'est un défi, on le voit, parce que c'est une maladie de routine aussi, c'est une maladie de conservation d'énergie. C'est une maladie de si on fait une activité le soir, par exemple, des fois, il faut être un peu plus calme pendant la journée, pas trop en faire. Donc, oui, les gens finissent par développer, c'est un agenda, puis ils connaissent leur horaire par cœur, puis à quelle heure ils font ça, puis à quelle heure ils s'entraînent, puis à quelle heure ils prennent leurs médicaments. Ça, des fois, quand on est dans l'entourage, on peut trouver que c'est un peu rigide là, comme horaire, mais il faut s'adapter à ça puis accepter ça, forcément. Oui, je pense que c'est nécessaire, puis des fois, le travail, c'est aussi d'éducation sur le reste de la famille qui peut avoir une incompréhension. Donc, par exemple, pourquoi...
Papa, il a de la difficulté, il veut pas faire de souper le soir de famille, c'est tellement agréable. Dans certains cas, c'est pas que la personne peut pas, c'est qu'elle a plus d'énergie ou un peu la stimulation le soir, tout ça. Donc des fois, les gens adaptent ou ils le font plus tôt, ils font des déjeuners. À nouveau, Serge et Sandy. Ben, c'est parce que tu vois tes capacités réduire avec le temps. On dirait que tu gardes ta tête. Mais tu vois, ton corps, des fois, il opère plus nécessairement. Puis, tu sais, je veux dire, à 38, 40 ans, tu as des deuils à faire par rapport à ce qu'une autre personne de la même âge aurait à faire, tu sais. Problème d'équilibre, c'est un autre petit deuil. Les tremblements prononcés, c'est un autre petit deuil. La lenteur, les problèmes d'équilibre, c'est tous des petits deuils qu'il faut accumuler. Travailler à cette clinique-là, c'est beaucoup travailler avec le deuil, je trouve. Donc, on est dans plusieurs étapes de deuil dans certains cas, puis souvent, il y a comme on peut être dans du choc, déni. Des fois, c'est un peu de l'incompréhension, de la frustration, de la colère, de la panique. C'est beaucoup là-dedans. C'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est pour ça que je parle de deuil, parce que des fois, on voit, il y en a qui vont être dans le déni pendant plus longtemps. Il y en a d'autres qui vont être un peu un état dépressif, des fois. Il y en a qui sont très cartésiens aussi, puis qui vont, OK, qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois faire? À différentes étapes de la maladie, des fois dès le diagnostic, des fois, s'il y a des symptômes qui sont difficiles à contrôler dans des épreuves de la vie quotidienne, des fois, les gens... C'est vrai, c'est comme s'ils devenaient la maladie. Ils deviennent un patient. La maladie prend toute la place. Des fois, on est sur deux volets. Dans certains cas, c'est parce que c'est vrai, les symptômes il y a certains symptômes qui sont mal contrôlés ou il y a un mauvais... Donc, des fois, il faut regarder la médication parce que dans certains cas, si quelqu'un dort pas, donc après, ça va être difficile pour le... Ça devient très envahissant. Là. Pour le reste, c'est ça. Donc, il y a ce volet-là, mais ensuite, des fois, c'est de regarder pour que la personne réinvestisse d'autres sphères de sa vie. Il y a des gens qui se concentrent sur la maladie. Bon, je vais m'entraîner, je vais regarder mon alimentation, je vais lire là-dessus, ce qui est bien, mais des fois, il n'y a pas d'autres... c'est comme s'ils s'étaient coupés d'autres activités qui les intéressent. Donc, des fois, je les encourage à voir des amis, à organiser une sortie, à continuer à faire de la peinture s'ils font. À lire autre chose que sur la maladie. Exactement. Ouais. Parce que c'est bien, mais des fois, il faut que la vie continue quand même. C'est pas quelque chose que tu cries sur tous les toits quand tu as une maladie telle que le Parkinson. Tu dis, moi, pas que je le cachais, mais je l'avais dit à des personnes proches de moi. Je me pavanais pas avec cette maladie-là. Je disais, hey, regardez-moi, j'ai la maladie. Est-ce que vous aviez honte? Oui. Je pensais que c'était de ma faute. J'avais l'impression de ne pas avoir fait correctement mon métier à ce moment-là, de m'avoir mis en danger, d'avoir utilisé des choses que j'aurais pas dû utiliser. J'étais jeune et innocent à ce moment-là. Il y a aussi l'accompagnement psychologique qui n'est pas du tout à négliger. Plusieurs patients racontent comment prendre soin de leur santé mentale les aide énormément dans l'atténuation de leurs symptômes. Prenez Serge Boily, par exemple. De son propre aveu, il n'a jamais été un très grand adepte de thérapie de toutes sortes et de consultations psychologiques. Mais aujourd'hui, il a un tout autre discours, même que c'est devenu essentiel à sa vie. J'ai été une grosse année, là, j'allais pas bien. Là. J'ai consulté en psychologie. Vous sentez que ça avait affecté votre morale? Est-ce que vous avez fait une dépression, M. Boily? Ben, j'aimerais dire non, mais je vais dire oui. Pourquoi vous aimeriez dire non? Ben, parce que à ce moment-là, je pensais que j'étais un Superman. Moi, je me dis, moi, me sortir de ça, je vais contrer ça tout seul. Serge Boily te retrousse les manches, puis ouais, on travaille, puis on y va tout seul, on fonce tout seul. C'est pas la bonne chose à faire. T'sais, moi, j'ai consulté. Je suis chanceux parce que à chaque fois que j'avais besoin d'aide, j'ai trouvé les personnes ressources. Puis c'est ça, je dis aux gens, soyez accompagnés là-dedans. Que ce soit un membre de la famille, des amis, peu importe qui, spécialistes de la santé, les psychologues, les psychiatres, les neuropsys, sont tous là pour nous aider.
Puis moi, j'ai cogné à ces portes-là, puis j'ai eu de l'aide. Quand je suis sorti de ma consultation en psychologie, pendant 1 an, là, j'ai consulté pendant 1 an, Oui. ben j'ai bâti un coffre d'outils avec elle. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre à outils? C'est personnel. C'est personnel. Est-ce qu'il y a un truc que vous pouvez peut-être partager aux gens qui ont pas fait cette démarche-là? Dans mon sac d'outils, j'ai une pince puis des tournevis. OK. C'est lequel le tournevis le plus efficace? Mettons que je vous pose la question comme ça. Dans mon sac d'outils, on a travaillé beaucoup sur la confiance en soi. On a travaillé aussi sur l'acceptation. La résilience. C'est quand je me sens pas bien, ben je le dis. Quand je vais bien, ben ça se voit, là, mais quand je vais pas bien, je rencontre, j'appelle les spécialistes, je demande à ma neurologue, ça va moins bien, peut-être que j'aurais besoin de quelques consultations en psychologie, me remettre sur le tapis, me remettre sur le piton. Dans ce sac d'outils-là, il va être là à mes côtés tout le temps. Puis il sert à tous les jours. Il y a toujours une petite vis qui traîne que j'ai besoin quelque part. Puis c'est là que je vais piger. Puis ça, je suis fier de mon parcours. Ma fille, elle avait vu, parce qu'il devait être évalué en orthophonie avec l'hôpital, puis elle dit, maman, elle dit, ça se peut que ce soit long, parce qu'en orthophonie, la liste est très longue. Ouais. Elle dit, j'ai vu sur Facebook, l'Université de Montréal cherchait des candidats au Parkinson pour avoir une évaluation en orthophonie. Ah ouais. On a eu le bonheur d'être aiguillés au Centre Lucie Bruno, qui est un centre extraordinaire, un centre de réadaptation extraordinaire. On y va 1 fois par semaine. Il y a 1 heure d'orthophonie. Selon un comité aviseur chez Parkinson Québec, les 2 besoins principaux que les gens développent une fois le diagnostic tombé, c'est sur le plan psychologique et aussi en orthophonie. Une autre sphère de la médecine qui est moins connue, selon la docteure Ingrid Verdocht, qui est chercheure et professeure en orthophonie, notamment à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Quand on pense à la maladie de Parkinson, on pense souvent aux symptômes moteurs. Oui, puis on c'est va ça. donc moteur de la marche, des mouvements des bras, de la main. Et c'est sûr que c'est extrêmement important, bien sûr, mais on pense moins à ces aspects de la voix, de la parole, de la communication, qui sont en fait vraiment les liens humains qu'on tisse dans notre société. Ça se fait à travers cette communication-là. Donc oui, c'est super important de réfléchir à comment on va garder une autonomie motrice, donc de mobilité d'une personne, mais aussi une autonomie sociale. Donc la capacité de continuer à être en relation avec l'autre. Et ça passe beaucoup par la parole. Entièrement. On oublie parfois effectivement que c'est pas juste la parole qui devient moins intelligible, mais c'est tout le processus d'organiser une phrase, un discours, et souvent on ne va pas savoir que la parole peut être quelque chose qui est affecté dans la maladie de Parkinson, que les problèmes de communication que d'un coup on commence à avoir dans son couple, c'est peut-être pas parce qu'il y en a un qui est devenu vraiment tannant, mais peut-être que c'est lié au processus justement de la maladie. Il y a un facteur qui est aggravant et c'est important que les orthophonistes s'y intéressent, et c'est finalement l'isolement. Donc, c'est-à-dire que quand on est stressé, anxieux, peut-être parce que on a peur de notre propre parole, on a peur de ce que les gens vont penser de nous, on a peur de comment on va paraître quand on va parler, mais que finalement on va se retirer des occasions d'échanger avec les autres. Donc, on diminue nos potentiels moments d'exercer notre parole. Donc, ça va avoir un effet négatif, c'est-à-dire qu'on rentre dans une boucle négative où on a moins d'occasions de pratiquer nos muscles, moins d'occasions de pratiquer aussi la formulation de notre pensée en parole. Et avec le processus de la maladie, ça va juste se rajouter finalement. Donc, on risque plutôt d'accélérer le processus. C'est un cercle vicieux, finalement. C'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on puisse plus parler de l'importance de la parole pour la qualité de vie et du fait que la maladie de Parkinson vient vraiment affecter notre capacité à communiquer.
c'est pour ça aussi, je pense que les groupes de musculation de la voix où il y a plusieurs personnes qui partagent les mêmes difficultés, parfois des stades différents de l'évolution, c'est quelque chose de bénéfique parce qu'on va pouvoir se rassurer. On va voir des exemples de personnes qui finalement, oui, ont une parole plus dégradée, c'est plus difficile de se faire comprendre, mais on voit que ces personnes-là continuent à maintenir des liens significatifs avec leurs proches et donc ça donne espoir, ça donne confiance. Parfois, c'est aussi de voir une autre personne qui parle avec des difficultés, mais qui ose parler quand même. Ouais. Et de dire, hey, mais alors peut-être moi aussi je suis capable de le faire. Quelque chose qui revient souvent, c'est la manière dont les personnes autour vont réagir. Donc en fait, ce qu'on entend parfois dire, c'est ce qui est difficile, c'est pas que moi j'ai honte de ma parole ou que moi j'ai peur de parler, mais c'est parce que je vois les personnes autour de moi qui, elles, ne savent pas comment réagir. Donc ça met mal à l'aise les personnes autour de moi parce qu'elles savent pas quoi faire. C'est dur de demander à quelqu'un de répéter quand on n'a pas compris. Donc finalement, il y a une éducation à faire des personnes autour de la personne avec la maladie de Parkinson, de comment est-ce qu'on est un bon partenaire de communication. On va essayer de faire un A. A comme il sort dans votre bouche. A. Puis on va essayer de le maintenir. Moi, je vais compter. Vous me voyez compter. Je vais compter jusqu'à 5. On va essayer de le maintenir jusqu'à 5. A. Voilà. Pour vous, pour moi, aucun défi. Je crois qu'avec ma bédaine de femme enceinte, ça commence à être compliqué. Voilà, c'est l'étage respiratoire. C'est ça. Exact. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des activités de stimulation vocale. Donc, ce qu'on propose, c'est des exercices de voix. C'est pas un programme thérapeutique. On ne fait pas une évaluation de la voix des personnes, mais on propose aux gens de jouer avec leur voix et d'explorer leur voix et de eux-mêmes réfléchir à qu'est-ce qui fonctionne pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, qu'est-ce qu'ils ont comme type de stratégie qui pourrait les aider quand ils doivent faire un coup de téléphone important, quand ils doivent communiquer quelque chose à leur conjoint qui est de l'autre côté de la pièce, quand ils doivent participer à une fête d'anniversaire et il va y avoir 10 personnes à table. Donc, on se rencontre en soirée, c'est une activité qui est offerte en ligne sur Zoom, qui est gratuite grâce à Parkinson Québec qui finance cette activité-là. On est environ entre 30 et 40 personnes en ligne pendant 1 heure. Pendant la première demi-heure, on échange sur des choses de tous les jours, mais on essaie d'avoir un lien avec la maladie. On revient sur des exercices qu'on a fait, sur des observations que les gens peuvent faire qui ont un lien avec leur communication ou leur déglutition. On entend leurs questionnements, on essaie d'y répondre avec notre expertise. Puis après, on a 30 minutes d'exercice de voix où vraiment on propose tout simplement des exercices pour jouer et explorer sa voix. Faut pas juste penser à ça. Il y a une vie aussi après le Parkinson. Êtes-vous en train de me dire que votre Parkinson, c'est votre 9 à 5, puis après, vous punchez out? Ça ressemble à ça. L'humour, ça vous aide aussi. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire des blagues. Tu sais, les premiers temps, mettons, je prenais un verre dans l'armoire, je le cassais. Puis emmené mon chum, il dit « Hey, c'est parce que si tu veux faire du bien dans les armoires, trouve un autre moyen. » Puis la première Saint-Valentin, tu sais, il est arrivé avec 2 coupes en plastique avec une bouteille de vin. Il dit « On devrait être safe. » Puis même avec mon ami Sébastien, on s'appelle les branleux. Les branleux! À chaque rencontre que je fais pour ce balado, il y a toujours beaucoup d'humour dans nos échanges malgré tout. Et ça fait du bien à tout le monde. Bref, un bon rire, c'est pas de l'indifférence face à la maladie. Je dirais plutôt que c'est une victoire. Pour plusieurs personnes atteintes du Parkinson, ce que je constate, c'est qu'une fois le choc encaissé, il y a ce désir de mordre dans la vie, d'utiliser les ressources qui s'offrent à eux, de briser l'isolement et surtout, d'apprendre à vivre avec la maladie.